responsable. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar, avant de recevoir l'invité de la matinale, Bertrand Martineau. Il signe chez Hermann Éditions Le travail est la solution. Avec lui, on va parler des perspectives économiques de 2026 et du marché de l'emploi. Mais avant cela, l'éditorial Guillaume, bonjour. Bonjour David. Ursula von der Leyen n'a donc pas été au Brésil samedi pour signer le traité de libre-échange avec le Mercosur. S'agit-il d'une victoire pour Emmanuel Macron qui voulait un délai pour négocier encore un certain nombre de points sur fond évidemment de crise agricole? Oui, alors je commencerai par retourner votre proposition. Si la présidente de la Commission avait bien été signée au Brésil, tout le monde y aurait vu un camouflet pour la France et pour son président. Donc, puisqu'elle a reporté son déplacement, eh bien, reconnaissons que c'est un soulagement pour Emmanuel Macron qui prévenait, vous l'avez dit, que le traité était inacceptable en l'état, selon la formule consacrée. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite ajouter un bémol et apporter une précision. Le bémol, c'est que l'Union européenne ne renonce pas le moins du monde à ratifier le traité de libre-échange avec le Mercosur. Paris a obtenu un sursis de quelques jours, d'un mois maximum, mais l'idée reste plus que jamais de le signer. Et puis la précision, c'est que si Ursula von der Leyen a consenti à ce report, c'est moins sous la pression du président français qu'à la demande de l'italienne Giorgia Meloni. Mais n'est-ce pas la France qui a convaincu l'Italie de la rejoindre dans ce combat de titans contre le Mercosur? Ah oui, la France, c'est vrai, a tout fait pour que l'Italie bascule dans son camp. Une fois encore, ce n'est qu'une bascule provisoire, mais admettons. Il est quand même assez piquant de constater que les deux principaux pays qui nous ont permis d'obtenir un report de la signature de la Commission, ce sont l'Italie et la Hongrie. La Hongrie de Viktor Orban et l'Italie de Giorgia Meloni, c'est-à-dire deux dirigeants qui jusqu'alors Emmanuel Macron montrait du doigt. Orban, l'affreuse illibérale qui mettrait en cause l'état de droit, donc le principe même de l'Union européenne, et Meloni dont la victoire avait été présentée comme la victoire d'une extrême droite que Macron veut combattre. Mais à l'évidence, il valait mieux pour la France ces alliés-là que pas d'alliés du tout. En tout cas, Emmanuel Macron peut dire merci à Giorgia Meloni. Cela ne prouve-t-il pas que le président de la République garde une certaine capacité de persuasion en Europe? Écoutez, cela prouve surtout que pour obtenir ce résultat, Emmanuel Macron a dû, d'une certaine manière, sacrifier le macronisme. Car le macronisme, c'était avant tout le credo européen. C'était le combat pour une souveraineté européenne qui transcende la défense des intérêts particuliers de chaque État. Et son grand combat était de dénoncer les nationalistes, comme il les appelait. Eh bien là, pour infléchir la Commission de Bruxelles sur le traité avec le Mercosur, il a bien dû non seulement aller le chercher le soutien de gouvernements nationalistes, mais il a dû lui-même s'inscrire dans cette logique de défendre une catégorie nationale bien particulière contre un intérêt commercial plus large. Alors, on peut s'en réjouir, évidemment, pour nos éleveurs. Et avec, de surcroît, la crise de la dermatose, Emmanuel Macron pouvait encore moins se permettre de se les mettre à dos. Tant mieux donc, mais il a bien fallu que Macron fasse une belle entorse à l'ADN européen du macronisme. Ouais, mais en attendant, c'est tout le commerce extérieur de la France qui ne saisit pas l'opportunité du Mercosur au profit d'intérêts catégoriels. Guillaume Tabar, merci. À demain. Pour l'éditorial avec Le Figaro, vous retrouvez évidemment Guillaume en vidéo sur lefigaro.fr. Et maintenant l'invité de la matinale, une loi spéciale pour le budget. Un vrai budget, on l'attendra, parce qu'il n'y a pour l'instant pas de stratégie, encore moins de stratégie pour la dette et surtout la dette sociale et le déficit des retraites. Mon invité a publié Le travail est la solution chez Hermann Éditions. On va l'écouter sur ces sujets et bien d'autres. Bertrand Martineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, je le rappelle, spécialiste des questions sociales et de l'emploi, ancien conseiller social à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, expert associé auprès de l'Institut Montaigne. Je m'arrête là pour vos nombreuses casquettes. Alors, c'est le sujet du jour, c'est cette loi spéciale qui permettra d'adopter un budget de court terme. Certains disent une rustine, c'est mieux que rien, c'est une roue de secours. Est-ce que c'est si terrible ?
À court terme, non. L'État peut continuer à fonctionner comme ça. Alors maintenant, ça pose énormément de problèmes techniques sur les nouveaux investissements, les nouveaux projets, les marchés publics. Donc ça peut tenir quelques semaines, effectivement. On a un problème avec l'effort militaire qu'on doit faire, l'effort de la défense, qui ne peut pas être fait avec une loi spéciale, en reconduisant simplement le budget. Et on peut espérer qu'on aura un budget comme l'année dernière d'ici quelques semaines. On peut s'attarder aussi sur les chiffres de la croissance. On a appris la semaine dernière, grâce à l'INSEE, que la croissance restait faible, mais plus élevée que celle de l'Allemagne, qu'elle était meilleure que prévu. Les entreprises françaises continuent à investir. On a des chiffres de création d'entreprises records. Question à l'économiste également, la France va-t-elle si mal ? La France ne va pas bien, mais l'Allemagne va encore moins bien sur l'économie réelle, c'est-à-dire notamment sur l'industrie, le commerce extérieur. La différence entre la France et l'Allemagne, c'est quand même surtout les finances publiques. Voilà, on a un problème particulier en France sur ce sujet. L'Allemagne, de ce point de vue-là, est beaucoup mieux lotie que nous. Maintenant, en ce qui concerne l'économie réelle, les perspectives de croissance, il y a un problème allemand tout à fait identifié, que les Allemands ont parfaitement identifié d'ailleurs, et ils essayent de se donner les moyens de rebondir. Voilà. Donc quand on se compare à l'Allemagne, on pourrait pas dire que la France décroche par rapport à l'Allemagne. Globalement, c'est plutôt l'ensemble de l'Europe qui décroche par rapport aux États-Unis, et ça date pas d'hier, ça date maintenant il y a une vingtaine d'années. Il y a des pays en Europe qui s'en sortent mieux, vous m'avez dit pendant la coupure publicitaire. Vous m'avez dit le Danemark, la Hollande sont les pays qui se portent le mieux. Vous savez pourquoi ? On revient toujours à la question de la gestion saine des finances publiques. C'est quand même un peu la maladie française qui pose d'énormes problèmes. Ils ont une fiscalité qui est globalement, qui n'est pas très faible, au sens où ce sont des pays à prélèvements obligatoires importants, mais c'est un pays où les systèmes d'incitation au travail, à la prolongation de la vie professionnelle, par exemple, la fiscalité en général, sont plutôt mieux orientés qu'en France. C'est quand même, ils ont des politiques publiques globalement plus efficaces. C'est quand même ce qui creuse un peu la différence. Ils ont aussi des systèmes éducatifs qui sont un peu meilleurs que chez nous. Et en termes de croissance aussi, ça compte beaucoup, évidemment, le capital humain. Alors, une croissance molle, même si elle est meilleure que l'Allemagne, une dette publique très préoccupante, l'absence de projets d'investissement, on attend toujours une politique du logement de la part de l'État, on attend toujours une politique d'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi, on va y revenir, des seniors c'est encore pire. Et vous avez publié, vous, l'an dernier, Le travail est la solution. C'est un titre risqué, mais au moins c'est un titre clair. Vous avez publié ça avec Franck Morel aux éditions Hermann. Quand la semaine dernière, on acte l'enterrement de première classe de la réforme des retraites, que se dit l'ancien conseiller social à l'Élysée entre 2007 et 2008 ? Alors, c'est un immense gâchis, évidemment. Il y a la question des finances publiques dont on a déjà parlé, donc c'est pas un bon signal, certainement, sur les finances publiques, sachant que les retraites, c'est quand même le cœur nucléaire, en quelque sorte, c'est le cœur du réacteur nucléaire des finances publiques en France, puisque c'est le quart de la dépense publique. C'est quand même bon de le répéter. On oublie souvent la dimension économie réelle. Vous avez évoqué les questions d'emploi. Une réforme des retraites, c'est aussi quelque chose qui fait que il va y avoir plus d'emplois de seniors. Et on avait chiffré qu'à l'horizon 2030, ça faisait quand même 300 000 emplois supplémentaires, cette réforme. Donc, sa suspension est évidemment un très mauvais signal. Alors, on peut excusez-moi de vous interrompre. Quand vous dites emplois supplémentaires, c'est-à-dire que le simple allongement du délai de départ en retraite fait que on crée de l'emploi. Même en tenant compte du fait qu'il va y avoir des gens en carrière longue, donc ils vont partir plus tôt, même en intégrant au fait qu'il va y avoir un petit peu plus de chômage des travailleurs vieillissants, même en tenant compte de tout ça, on aboutit quand même à 300 000 créations nettes d'emplois. Ça fait bondir nos auditeurs. Certains de nos auditeurs disent « Mais à quoi bon allonger la durée du travail et reculer le départ en retraite, puisque quand on a 55 ans et qu'on s'approche des 60, vous nous foutez dehors ?» Oui, mais c'est ce que les économistes appellent un effet horizon, c'est-à-dire que cet effet existe. Mais si vous avez la retraite à 60 ans, cet effet horizon, il commence à 55 ou 52, et quand la retraite est à 65 ans, il commence à 60. Et donc, en fait, reculer l'âge de la retraite, effectivement, ça fait des départs
quelques départs anticipés en plus, mais enfin globalement, et c'est ce qu'on voit dans tous les pays de l'OCDE, quand vous décalez l'âge légal de la retraite, eh bien vous avez plus de gens qui travaillent. Et on a besoin, dans un pays où la population active risque de stagner et va probablement décroître à partir des années 2030, eh bien on a besoin de mobiliser la force de travail existante, et la réforme des retraites, ce n'est pas qu'un sujet financier, ce n'est pas qu'un sujet comptable, c'est aussi une façon d'augmenter la taille du gâteau d'une certaine manière. Et de créer de la richesse. Donc, si je vous ai bien compris, en reculant cet âge de départ, on crée des cotisants. Ils vont cotiser. Donc, on réduit le déficit social, le déficit des retraites. Oui. Donc, on fait une partie du boulot. Est-ce qu'on a une idée de la réduction de la dette que pourrait entraîner le fait que plus de Français travaillent, et notamment plus de seniors ? Alors, ça dépend quel est l'objectif d'emploi qu'on se fixe. Si on avait le même taux d'emploi qu'en Allemagne, on peut estimer qu'on aurait un peu plus de 3% de PIB supplémentaire. Ça ferait à peu près 45-50 milliards de recettes publiques supplémentaires. Et là, vous mettez pas l'emploi des jeunes. Vous mettez vous mettez aussi les jeunes au boulot. Voilà. Mais le plus gros problème, quand même, c'est la question de l'emploi du jeune est différente. Vous avez des pays qui ont, par exemple, davantage de cumul emploi-études. Bon, c'est par exemple les pays scandinaves. Donc ça fait des emplois supplémentaires. Bon, c'est très bien, mais c'est pas le fond du sujet. Vous avez des pays où vous avez beaucoup plus d'apprentis et des pays où il y a beaucoup plus de stagiaires. Selon que vous êtes apprenti ou stagiaire, dans un cas, c'est de l'emploi. Dans l'autre, vous êtes en formation, vous n'êtes pas en emploi. Mais en même temps, un stagiaire long, est-ce que c'est fondamentalement différent d'un apprenti ? Vous voyez, donc la question de l'emploi des jeunes est un peu compliquée. L'emploi des seniors, c'est beaucoup plus simple. C'est lié au système de retraite. Et plus le système de retraite favorise l'allongement de la vie active, et plus vous avez l'emploi des seniors. Donc c'est surtout là que ça se joue. Plus aucune entreprise ne parle de l'abandon des 35 heures. Comment vous expliquez ça ? Alors, les 35 heures ont été quand même énormément assouplies, et donc vous avez la possibilité juridique de faire autant d'heures supplémentaires que vous voulez. Donc il y a encore quelques verrous sur les contingents d'heures supplémentaires, mais qui sont négociés souvent très, très haut, donc il n'y a pas vraiment de sujet. Le sujet qu'on a sur les 35 heures maintenant, c'est le coût du travail de l'heure supplémentaire. Et là, le travail n'a pas été fait, c'est-à-dire que l'heure supplémentaire coûte beaucoup plus cher, environ entre 40 et 45% selon les tailles d'entreprise, qu'une heure normale. Et donc, vous avez une forte désincitation à faire des heures supplémentaires. Mais de manière générale, le système fiscal et social français décourage de travailler plus, que ce soit de faire du cumul emploi-retraite, que ce soit de travailler au-delà de 35 heures. Décourage parfois de reprendre du travail. Enfin, voilà. Et pourquoi il décourage ? Est-ce qu'on sait culturellement ce qui s'est passé ? Alors, effectivement, en 1980, François Mitterrand arrive au pouvoir et paf, retraite à 60 ans. Et puis ensuite, Lionel Jospin, Martine Aubry, les 35 heures. Donc ça, c'est deux marqueurs qui sont quand même assez forts. Oui, tout à fait. Et puis on oublie la culture qu'on a eue pendant très longtemps des pré-retraites aussi, oui. Des régimes spéciaux de retraite, des pré-retraites. Alors on en est sorti progressivement, mais on a fait ça sur 25 ou 30 ans et ça a quand même fait beaucoup de dégâts. Je rappelle que jusqu'au début des années 2000, les gens quittaient le marché du travail en moyenne à 59 ans. 59 ans. En 2000, l'année 2000, les gens partaient à 59 ans. Vous voyez, alors maintenant, on est plutôt à 60, quasiment à 63 ans, donc on a fait beaucoup de chemin quand même déjà, mais on partait de très, très, très bas. Qu'est-ce qu'il faut encore faire, puisque vous dites le travail est la solution? Quand on affirme cela, ça veut dire que on estime que... Mais c'est frappé au coin du bon sens. Hein. On s'enrichit en travaillant, on assure la prospérité par la création de valeur. Pour vous, c'est une solution globale? Alors, ce n'est pas la seule solution, mais c'est aussi de rappeler une évidence, mais que certains ont oublié, c'est que c'est le travail qui crée la richesse, en fait. Il n'y a pas d'autre facteur de création de richesse. D'ailleurs, pour créer du capital, il faut travailler. Pour créer du capital humain, pour créer du capital physique, il faut travailler. Donc, le travail est la source véritable des richesses. Alors, un travail qualifié, un travail efficient, efficace. Le travailler mieux est quelque chose de très important, mais il y a aussi un problème de volume de travail. Donc, il faut faire en sorte que tout notre système fiscal et social récompense davantage le travail par rapport au chômage, l'allongement de la vie active par rapport à partir de manière précoce, travailler, faire davantage d'heures supplémentaires, et voilà. Et le système doit donner de bonnes incitations. Et si la sphère publique peut faire quelque chose de bien, c'est pas de surréglementer, c'est de donner les bonnes incitations pour que partout où c'est possible, les gens travaillent davantage. D'ici 2050, les plus de 55 ans
vont représenter un tiers du marché de l'emploi. Ils vont devenir un gibier rare en vérité. Qu'est-ce que ça change ? De manière générale, on peut pas sous-estimer l'effet de la démographie sur le marché du travail. C'est aussi parce que la France avait une démographie plutôt favorable qu'on s'est permis, en fait, bêtement, de laisser partir les gens tôt, de ne pas se préoccuper de l'emploi des seniors, parce que les entreprises n'avaient pas de difficulté de recrutement, il y avait suffisamment de jeunes. Et là, effectivement, on est sur un retournement démographique, et on n'a pas fini de le vivre, qui fait que il y a une prise de conscience maintenant des entreprises qu'il va falloir travailler avec des travailleurs vieillissants, tout simplement parce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre, parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils voilà. Et donc on est en train de faire un changement culturel. On était dans une culture du jeunisme, et là, pour des raisons essentiellement démographiques, pas par philanthropie, pas par voilà. Eh bien, on est en train de s'apercevoir qu'on ne va pas pouvoir faire sans les travailleurs vieillissants, et un travailleur de 50 ans, bientôt, on va pas pouvoir considérer qu'il est vieillissant. Ça va même être un travailleur jeune. S'il travaille jusqu'à 70 ans, on peut considérer que c'est un travailleur jeune. Alors nous avons un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'économie française est prête ? Est-ce qu'on se fait peur aussi avec l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on en fait trop ? Est-ce qu'on se dit voilà, ça va être une hécatombe dans les bureaux, dans les compagnies d'assurance et dans les banques ? Quelle est la vision de celui qui a publié Le travail et la solution ? Eh bien, comme dans toutes les révolutions précédentes, en fait, on n'en sait rien de ce qui va se passer. Les seules choses... Il y a beaucoup de prophètes. Alors, oui, bien sûr. Alors, les prophètes sont parfois des gens assez intéressés, c'est-à-dire que les gens qui vous disent que ça va remplacer des millions d'individus, etc., c'est aussi des gens qui vendent des solutions d'intelligence artificielle, notamment les big tech aux États-Unis. Donc, je crois qu'il faut... si on regarde l'histoire, ça va automatiser énormément d'emplois, ça va augmenter certains travailleurs, c'est-à-dire leur faire des tâches, y compris rédactionnelles, avec l'IA générative, qui vont peut-être augmenter leur productivité. Et surtout, il y a la grande inconnue, ce sont les nouvelles activités qui seront créées. L'électricité, par exemple, qui est la révolution la plus importante du XXe siècle, de la fin du XIXe, a généré énormément d'activités. Et ce ne seront pas forcément des activités à haute valeur ajoutée, en fait. On n'en sait rien. Prenons le cas d'Elon Musk, on nous promet le tourisme martien. Je ne sais pas si le tourisme martien sera forcément une activité à très haute valeur ajoutée. Il y aura tout un tas d'activités, de services qui seront autour, de fonctions support dont on ne peut même pas imaginer les contours, et qui ne seront pas forcément de la grande productivité, des activités à très forte productivité. Donc en fait, on n'en sait rien. Donc la meilleure solution quand on n'en sait rien, c'est d'avoir une culture générale, c'est d'avoir une qualification générale, c'est d'être prêt à apprendre tout au long de la vie. Donc c'est un changement culturel sur le marché du travail. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas quel est l'impact de l'intelligence artificielle à 20 ans. Le travail est la solution, c'est paru chez Hermann Éditions, c'est signé Bertrand Martineau, c'était l'invité de la matinale de Radio Classique ce matin, avec Franck Morel. Bertrand Martineau, merci d'être venu éclairer nos auditeurs sur les perspectives économiques de cette année 2026, qui n'est pas aussi noire que certains veulent bien le dire. Et merci à vous. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui. Anne de Guigné et Patrice Duhamel, Radio Classique, 8